Tu as 36 ans, ou 38, ou 41. Et depuis quelques mois, ton corps fait des choses que tu ne comprends pas. Tes règles arrivent en avance, puis plus du tout pendant 2 mois, puis 2 fois dans le même mois. Tu te réveilles la nuit trempée et tu ouvres la fenêtre en plein hiver. Tu as chaud en pleine réunion, d'un coup, sans raison. Tu es à cran pour des choses qui ne te faisaient rien avant. Alors tu finis par aller voir quelqu'un. Et on te répond ce qu'on répond à toutes les femmes de ton âge. C'est le stress. C'est l'arrêt de la pilule. Ça va se remettre en place tout seul. Et surtout cette phrase, que tu entendras peut-être dans plusieurs cabinets. Vous êtes beaucoup trop jeune pour ça. Aujourd'hui, on va parler de ce que cette phrase peut cacher, de la ménopause qui arrive avant 40 ans, et surtout d'une chose que beaucoup de femmes concernées n'ont jamais entendue. À 38 ans, la question des hormones ne se pose pas du tout comme à 52 ans. Commençons par poser les mots, parce qu'ils sont mal utilisés partout, y compris par des soignants. Quand les ovaires cessent de fonctionner normalement avant 40 ans, on appelle ça une insuffisance ovarienne prématurée. Tu verras encore l'ancien terme ménopause précoce. Les spécialistes ont abandonné le mot ménopause et la raison compte. Une ménopause, c'est définitif. Une insuffisance ovarienne prématurée, ce ne l'est pas toujours. Il existe des femmes chez qui l'ovaire se rallume, par intermittence pendant des années. On y reviendra parce que ça a des conséquences très concrètes. Deuxième distinction à faire. Quand l'arrêt survient entre 40 et 45 ans, ce n'est plus une insuffisance ovarienne prématurée. On parle de ménopause précoce. Ce n'est pas du chipotage de vocabulaire. Les chiffres qui circulent mélangent constamment ces deux situations, et selon celle dont on parle, on ne décrit pas du tout le même nombre de femmes. Justement, combien de femmes? Ici, je vais être honnête sur la qualité des chiffres, parce qu'on en répète beaucoup sans regarder d'où ils viennent. Le chiffre que tout le monde cite, c'est une femme sur 100 avant 40 ans. Il vient d'une étude américaine publiée en 1986 dans une petite ville du Minnesota sur 1858 femmes nées entre 1928 et 1932. Dans cette cohorte, 9 femmes avaient eu une ménopause naturelle avant 40 ans. 9. C'est un repère historique, ce n'est pas une mesure moderne. Des travaux récents avancent des chiffres nettement plus élevés, mais ils additionnent des populations très différentes, dont des femmes traitées pour un cancer. Alors voilà ce que je peux te dire honnêtement. C'est rare. C'est nettement moins rare qu'on ne le croit. Et si tu es concerné, tu n'es pas une exception médicale. Ce que je ne peux pas te donner, c'est un pourcentage exact. Personne ne le peut aujourd'hui. Pourquoi est-ce si long à reconnaître? Il existe une petite étude américaine publiée en 2002 où l'on a interrogé 48 femmes ayant reçu ce diagnostic. Parmi celles qui avaient d'abord consulté pour un trouble des règles, plus de la moitié avaient consulté au moins 3 fois avant qu'on leur prescrive une simple prise de sang. Plus de la moitié avaient vu au moins 3 soignants différents. Et pour une femme sur 4, il s'était écoulé plus de 5 ans entre les premiers signes et le diagnostic. Je te donne ces chiffres avec leurs limites. C'est une étude ancienne, américaine, portant sur 48 femmes très diplômées, recrutées dans un centre spécialisé. On ne peut pas la transposer telle qu'elle à la France ou au Québec d'aujourd'hui. Et à ma connaissance, il n'existe aucune étude récente sur le délai diagnostique chez nous. Mais l'ordre de grandeur décrit quelque chose que beaucoup de femmes reconnaîtront immédiatement. Alors voici ce qui doit déclencher un bilan. Et c'est simple. Si tu as moins de 40 ans et que tes règles sont absentes ou franchement irrégulières depuis au moins 4 mois, ça ne se surveille pas indéfiniment. Ça se dose. L'examen clé s'appelle FSH. C'est l'hormone par laquelle le cerveau commande les ovaires. Quand les ovaires ne répondent plus, le cerveau crie plus fort et cette hormone monte. Attention ici, parce que la règle a changé récemment. Jusqu'à récemment, il fallait 2 dosages élevés à au moins 4 semaines d'intervalle. La recommandation internationale publiée en 2024, signée par les sociétés européennes, américaines et internationales, retient désormais qu'un seul dosage de FSH supérieur à 25 unités par litre, associé au trouble des règles, suffit à poser le diagnostic. Quant à l'AMH, l'hormone antimullérienne dont on parle beaucoup, ce n'est pas le critère de première ligne. Elle sert quand le tableau reste dos plume. Une fois le diagnostic posé, la question suivante est « pourquoi ?» Et dans à peu près la moitié des cas, on ne trouve pas de cause. C'est difficile à vivre et s'entendre dire qu'on ne sait pas ne veut pas dire qu'on n'a pas cherché. Quand on trouve, il y a 3 grandes familles. La génétique d'abord.
certaines anomalies des chromosomes sexuels et surtout une particularité d'un gène appelé FMR1, le gène de l'X fragile. Dans une étude française sur plus de 1000 femmes ayant une réserve ovarienne effondrée, environ 2% portaient cette particularité. La deuxième famille, c'est l'auto-immunité. Le corps qui s'attaque à ses propres ovaires, souvent en compagnie d'autres maladies auto-immunes. Dans le registre national norvégien des femmes atteintes de maladie d'Addison, une insuffisance surrénale auto-immune. 10% avaient aussi une insuffisance ovarienne prématurée. La troisième famille, c'est ce que la médecine a provoqué elle-même. Cette troisième famille mérite qu'on s'y arrête. Chimiothérapie, radiothérapie du bassin, chirurgie des ovaires. Dans une grande étude américaine portant sur 2819 femmes ayant survécu à un cancer pendant l'enfance, comparé à 1065 de leurs sœurs, 8% avaient eu une ménopause précoce non chirurgicale, contre 0,8% chez les sœurs. Et chez celles qui avaient reçu à la fois une chimiothérapie par agent alkylance et une radiothérapie de l'abdomen ou du bassin, on approchait 30%. Si tu as été traité pour un cancer, jeune, c'est une question à poser explicitement. Concrètement, le bilan raisonnable après un diagnostic comprend un karyotype et la recherche de cette particularité du gène FMR1, une recherche d'anticorps dirigés contre la surrénale, un dosage de la TSH pour la thyroïde et une densitométrie osseuse, l'examen qu'on appelle DXA. Ce n'est pas de la surmédicalisation. Chacun de ces examens change quelque chose. Parlons maintenant de ce que ça fait au corps sur le long terme, en commençant par l'os, là où les données sont les plus solides. Une étude australienne a suivi 8603 femmes pendant 23 ans. Parmi elles, 610 avaient eu une ménopause avant 45 ans. Comparées aux autres, après ajustement, elles avaient environ 45% de risque de fracture en plus. Et voici le chiffre qui m'a le plus frappé dans toute cette littérature. Parmi ces femmes qui avaient déjà une ostéoporose ou une fracture, moins de 4 sur 10 avaient reçu un jour un traitement pour leurs os. Autrement dit, le problème est connu, il est mesuré et il n'est pas traité. Une nuance d'honnêteté quand même. Une autre analyse, qui a regroupé 10 études, retrouve une densité osseuse abaissée au col du fémur et à l'avant-bras, mais pas de différence significative à la colonne lombaire. Ce n'est donc pas un effondrement généralisé. C'est une fragilité réelle, mesurable et qui se prend en charge. Le deuxième organe concerné, c'est le cœur. Une grande étude publiée dans le JAMA en 2019 a suivi 144 000 femmes britanniques pendant environ 7 ans. Chez les femmes ayant eu une ménopause naturelle avant 40 ans, le risque d'événements cardiovasculaires était augmenté d'environ 36%. Et je te donne tout de suite l'autre chiffre, celui qu'on oublie toujours de citer. En valeur absolue, on passe d'environ 5,7 événements pour 1000 femmes et par an à environ 8,8. Les auteurs eux-mêmes qualifient cette augmentation de petite, mais significative. Ce n'est pas rien et ce n'est pas une catastrophe annoncée. Une analyse de 32 études et plus de 300 000 femmes va dans le même sens. Je précise une chose importante. Ce sont des études d'observation. Elles montrent une association, pas une cause démontrée. On observe l'association, on n'a pas démontré le mécanisme. Et maintenant, le cœur de cette vidéo. Ce que ces deux constats changent pour le traitement hormonal. Tu as forcément entendu parler de la peur des hormones, née d'une étude de 2002 dont les résultats ont été mal lus pendant 20 ans. Cette étude portait sur des femmes ménopausées à l'âge habituel, en moyenne autour de 63 ans au moment de l'inclusion. Elle ne dit rien, absolument rien, de la situation d'une femme de 35 ans. Et voici pourquoi c'est une inversion complète du raisonnement. À 52 ans, prendre des hormones, c'est ajouter quelque chose que le corps ne produit plus, à un âge où il est normal de ne plus le produire. C'est une décision partagée. À 35 ans, ne pas prendre d'hormones, c'est laisser un corps de 35 ans fonctionner sans ce qu'il devrait avoir. La comparaison, ce n'est pas une femme de 52 ans sous traitement. C'est une femme de ton âge dont les ovaires fonctionnent. On ne parle plus d'un traitement de confort, on parle d'un remplacement. Ce n'est pas mon avis. Le Collège américain des gynécologues et obstétriciens l'énonce dans un texte de 2017. Chez ces femmes, le traitement hormonal vise à réduire le risque d'ostéoporose, le risque cardiovasculaire et l'atrophie urogénitale, et il doit être poursuivi au moins jusqu'à l'âge moyen de la ménopause naturelle, autour de 50 et 1 an. Est-ce que c'est fait? Non. En Suède,
Sur 310 000 femmes de 40 à 44 ans, suivies par les registres nationaux, moins d'1 sur 100 avait initié un traitement hormonal. Une question revient souvent. La pilule fait-elle l'affaire? Un essai randomisé chez des femmes jeunes a montré un gain de densité osseuse à la colonne un peu meilleur avec le traitement hormonal qu'avec la pilule. Mais sur 59 femmes, dont seulement 36 sont allées au bout. Une revue de l'ensemble des études disponibles ne retrouve pas ce résultat de façon constante. Ce qui est certain en revanche, c'est que dans le groupe qui ne prenait rien, la densité osseuse baissait partout. Il faut qu'on parle de fertilité, parce que les deux erreurs opposées font du mal. Première erreur, dire que c'est terminé définitivement. Ce n'est pas vrai. Dans une série française de 358 femmes suivies pour une insuffisance ovarienne prématurée sans cause retrouvée, près d'1 sur 4 a montré une reprise d'activité ovarienne. 21 grossesses spontanées sont survenues chez 15 femmes, soit un peu plus de 4%. Deuxième erreur, symétrique. Faire de ces 4% une promesse. Une revue systématique des traitements proposés pour restaurer la fonction ovarienne est très claire. Aucun traitement n'a démontré qu'il augmentait ses chances. Aucun. Méfie-toi de tout ce qui te promet le contraire. Et il y a une conséquence pratique que personne ne dit assez. Une insuffisance ovarienne prématurée n'est pas une contraception. Si tu ne souhaites pas de grossesse, cette question doit être posée à ton médecin, explicitement. Il reste une chose dont on parle très peu, et pourtant c'est souvent la plus lourde. Ce diagnostic à 35 ans, ce n'est pas seulement une information médicale, c'est un deuil, le deuil d'un projet parfois, le deuil d'un calendrier qu'on avait en tête, et le sentiment d'être décalé par rapport aux femmes de son âge. Ce n'est pas une impression. Une analyse regroupant 15 travaux et près de 6000 participantes retrouve, chez les femmes concernées, davantage de symptômes dépressifs, davantage d'anxiété et une qualité de vie plus basse. Si tu te reconnais là-dedans, ce n'est pas de la fragilité et ce n'est pas à toi de le porter seul. Un accompagnement psychologique fait partie du traitement. Et si tu vas vraiment mal, si tu as des idées noires, en France, le 3114 répond 24 heures sur 24, gratuitement. Au Canada, le 988. En cas d'urgence vitale, le 15 ou le 112 en France, le 911 au Canada. Appelle, vraiment. Je récapitule. Avant 40 ans, des règles absentes ou franchement irrégulières depuis 4 mois, ça se dose, ça ne se rassure pas. Le mot vous êtes trop jeune pour ça n'est pas un diagnostic. Si le diagnostic est posé, il ouvre un bilan qui a du sens, karyotype, gène FMR1, anticorps surrénaliens, thyroïde, densitométrie. Sur le long terme, l'os et le cœur sont concernés, de façon réelle et mesurée, pas dramatique. Le traitement hormonal à cet âge n'est pas un confort. C'est un remplacement de ce que ton corps devrait produire et les recommandations disent de le poursuivre au moins jusqu'à l'âge habituel de la ménopause. Ce n'est pas à moi de te dire lequel ni à quelle dose, ça se décide avec ton médecin. La fertilité n'est pas toujours à 0 et aucun traitement ne l'augmente. Enfin, ce que tu ressens émotionnellement fait partie du tableau, pas à côté. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Vivanafem. Je publie chaque semaine sur ces sujets dont personne ne parle assez. Prends soin de toi.